Voilà, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions dans cette situation aussi particulière que l'on vit depuis quelques semaines, et surtout autour de la question du confinement en EHPAD, et ça à partir de mon expérience de médecin gériatre en unité de soins de longue durée et en EHPAD. Et d'abord, la première chose, c'est cette impression d'irréalité. On est tous complètement bouleversés dans nos repères habituels, dans notre mouvement de vie. Et en plus, il y a beaucoup de différences entre nous, même entre nous soignants, selon la région où on est, l'établissement, et d'un service à l'autre. Et puis aussi, beaucoup de différences dans notre entourage, selon la confrontation possible à la maladie, selon la profession, selon notre cadre familial, notre cadre de vie. Donc, un vécu particulier, un sentiment d'irréalité, et puis la confrontation quotidienne à la litanie des statistiques, des chiffres, et puis la confrontation quotidienne aux mots employés. La guerre sanitaire, la pandémie, les héros, les combattants de première ligne, le front. Tout ça a eu un effet de sidération, et je voulais partager avec vous cette difficulté à penser la situation dans sa globalité, dans sa complexité. C'est l'impression que la lutte contre le coronavirus a tout repoussé à l'arrière-plan. Il n'y a plus que le coronavirus. Et ça peut interroger le sens de tout ce qu'on faisait avant, de toutes nos activités. Il y a plein de choses qui ont été arrêtées, suspendues. Est-ce que, du coup, c'était si important que ça? Et même, on peut avoir l'impression d'une contradiction. Ce mouvement de socialisation, tout ce travail de lien qui nous paraissait fondamental en gériatrie, est remis en question. Et pourtant, si, ça a du sens. Il faudra peut-être, dans la période, et on essaie déjà tous, trouver d'autres façons de maintenir ce lien. Et puis, une autre chose aussi que je voulais dire par rapport à cela, c'est que l'urgence du Covid a peut-être tendance à occulter tout le reste. Mais il y a bien sûr tout le confort physique, psychique des résidents, et puis toutes les pathologies graves qu'ils ont, et toutes les personnes qui ont besoin d'être accompagnées dans leur fin de vie, même en dehors du Covid. Et j'ai l'impression que cette pression, ce contexte d'urgence, rend peut-être encore plus compliqué, encore plus difficile cette approche qui est pourtant notre quotidienne habitude. La deuxième réflexion est autour de cette tension entre collectif et individuel, entre impératif de sécurité collective et soins individuels. Alors l'impératif de la protection des plus vulnérables s'est imposé à tous, et bien sûr on ne peut être que d'accord. Mais le risque de cet impératif, c'est l'imposition de mesures, l'uniformisation de mesures, sans discernement, quel que soit l'établissement, quelle que soit sa situation, quelle que soit la population accueillie. Et cette uniformisation peut comporter des risques qui peuvent être tragiques pour les personnes les plus fragiles. Je prends d'abord le cas de l'interdiction des visites des familles. Cette interdiction existe depuis le début mars. Nous allons aborder la 6e semaine de cette interdiction. Comment les plus fragiles vivent-elles cette privation de lien? Certains n'ont pas accès au téléphone, n'ont pas accès aux tablettes. Comment vivent-elles ce sentiment d'abandon? L'angoisse, la dépression, le doute sur le sentiment d'existence. Majoration des troubles du comportement. Il peut y avoir un risque vital. Et je pense en particulier aux personnes désorientées et à toutes celles qui n'ont pas accès à la compréhension des événements, au langage. Comment pourront-elles exprimer tout ce qu'elles ressentent et en dehors de gros troubles du comportement? J'ai l'impression que cette privation de lien fait encore plus violence aux plus fragiles. Et je pense aussi aux personnes en fin de vie, que les familles voudraient accompagner, et à la violence qui est faite aux uns et aux autres. J'ai donc l'impression que dans cette situation, il est important qu'en permanence on puisse confronter le risque collectif et le risque individuel en fonction de la situation, au cas par cas. Je voudrais aussi évoquer la question du confinement en chambre
qui avait été un moment suggéré pour tous les résidents d'EHPAD. Heureusement, le Comité national d'éthique s'est prononcé contre cette mesure. Mais certains établissements, certains services y avaient déjà réfléchi et dans certains endroits, la question de la sédation pour les résidents aux comportements les plus perturbés était envisagée. À travers cet exemple, nous pouvons voir jusqu'où l'impératif de sécurité sanitaire pourrait aller. Une privation totale de liberté, pire que pour le reste de la population, une contention, en fait, avec des risques délétères pour la santé, voire pour la vie. Donc en fait, on peut voir comment l'impératif de sécurité sanitaire peut en fait s'avérer un remède pire que le mal, et comment en fait la guerre contre ce virus pourrait entraîner des dommages beaucoup plus graves, et les personnes qu'on veut protéger pourraient devenir des victimes. Donc en fait, il me semble que malgré la pression, malgré l'emballement médiatique, c'est important qu'on continue à analyser, à réfléchir, à faire preuve de discernement, à soigner au cas par cas pour ne pas déshumaniser notre pratique. Et comment faire au quotidien? Alors, on n'est pas tous des experts du coronavirus, mais on a tous une connaissance souvent fine de nos résidents, de leurs besoins. Et les équipes soignantes sont particulièrement à même de signaler des changements d'attitude, de comportement, des changements dans le non-verbal qui peuvent donner l'alerte. Et ça me paraît très important que l'on puisse réfléchir en équipe aux personnes qui sont les plus à risque du fait de cet isolement. Et quand je dis équipe, c'est équipe élargie aussi, avec les animateurs, les psychologues qui interviennent, tous les intervenants qui peuvent rencontrer la personne. Et cette réflexion en équipe, elle me paraît essentielle, même dans ce contexte. C'est pas du en plus, c'est encore plus important dans ce contexte. Ça fait partie du soin. Et dans cette réflexion d'équipe, il nous faudra sûrement inventer des propositions nouvelles, et certaines sont déjà mises en œuvre, des propositions pour chercher à créer du lien. Et puis peut-être aussi réfléchir à la question des exceptions. Pouvoir faire des exceptions pour permettre à un proche de venir. Quand il y a une situation à risque sur le plan psychique, pour accompagner une personne en fin de vie. Mais pouvoir poser la nécessité de cette exception dans ce contexte-là. Réfléchir au cas par cas, poser l'exception tout en ayant le souci de l'intérêt collectif. Oui, je pense que la réflexion éthique doit nous amener jusque-là, à pouvoir poser des exceptions de façon ouverte, d'un commun accord, en sachant pourquoi on le fait, tout en gardant toujours le souci de l'intérêt collectif. Je voudrais aussi évoquer un petit peu la question des familles et de leur difficulté à vivre aussi cette séparation. Donc je pense que la plupart des équipes soignantes essaient de maintenir le lien et sont très en lien au moins par téléphone. Et je pense aussi important de pouvoir communiquer aux familles d'autres possibilités de soutien. Il y a les psychologues des établissements, bien sûr, mais aussi il y a des numéros d'écoute téléphonique faits par des associations. Je pense à la Fédération Jeanne Mal et aux associations locales. Et il y a aussi, pour les familles en deuil, une plateforme nationale, Mieux traverser son deuil, qui a été mise en place. Et je pense que c'est important de communiquer ces possibilités de soutien. Les soignants font le maximum, mais ils ne peuvent pas tout. Et puis dans les situations les plus complexes, qui nous mettent à mal, je pense que c'est important de s'aider d'un intervenant extérieur. Qu'il soit personne ressource, cellule d'éthique, groupe éthique, commission éthique, équipe mobile de soins palliatifs. Un intervenant extérieur qui aide à situer les problèmes, à démêler et à avancer. Je trouve qu'on est actuellement dans un climat de confusion, parfois totale. Les notions d'acharnement thérapeutique, de limitation de traitement, d'euthanasie sont complètement mélangées sur les réseaux sociaux. Et ça peut rajouter à la confusion pour les soignants, pour les familles aussi. Donc s'aider d'un intervenant extérieur pour poser les choses.
Et puis aussi, je pense à la réflexion qui est menée depuis longtemps en gériatrie sur une anticipation des situations d'urgence, avec une réflexion sur le niveau de soins requis, ou bien des guides pour penser à la mise en œuvre ou à la limitation thérapeutique. Je pense que ces réflexions qui existent depuis longtemps, hors contexte Covid-19, sont importantes parce qu'elles permettent d'éclairer une décision qui doit être toujours collégiale dans un contexte d'urgence où c'est toujours difficile. Mais je ne voudrais pas qu'on confonde cette réflexion ouverte qui s'appuie vraiment sur des observations et sur la clinique et sur le cas particulier de chaque résident, avec des algorithmes, des choses toutes faites, qui s'appuieraient sur des pseudo-critères objectifs comme l'âge, le nombre de pathologies, et qui dicteraient une décision. Là, on serait dans de la déshumanisation. Donc, je crois que c'est important d'être vigilant et de réfléchir en amont, de donner des éléments qui pourront éclairer une décision en urgence, mais ne pas s'appuyer sur des arts décisionnels faits à l'avance. Tout cela nous demande beaucoup. On a le souci de protéger l'autre, le souci collectif, le souci de se protéger. On est poussé vers l'action et c'est important de réfléchir. Il y a des mesures qui s'imposent et c'est important de garder un discernement. Et au milieu de tout ça, peut-être d'inventer. Et en plus, cette crise nous confronte aussi chacun personnellement, cette perspective d'attraper ou pas le Covid, cette confrontation à une mort proche. Et des fois, j'ai l'impression que cela nous fait vivre la confrontation que les personnes vivent lorsqu'elles découvrent qu'elles ont une maladie grave. La modification des relations, la modification du rythme de vie. Et ça nous bouscule aussi en nous interrogeant sur l'essentiel pour nous. En tant que soignants, nous sommes aussi interrogés de ce côté-là. Mais je voudrais dire aussi qu'en tant que soignants, nous n'avons pas tout à porter. Nous faisons ce que nous pouvons, chacun à notre place. Et peut-être nous n'avons pas à porter le poids de ce qui ne peut pas être fait. Nous ne sommes pas responsables de tout. Je ne peux pas m'empêcher de réagir, ce souci de la protection des plus vulnérables qui est tellement mis en avant ces dernières semaines. Bien sûr que nous sommes tous d'accord. Mais pourquoi ce souci n'a pas été entendu plus tôt, malgré tous les appels, malgré tous les cris d'alarme? Et j'aurais un seul souhait, c'est que après cette crise, ce souci de la protection des plus vulnérables reste, non pas seulement pour les empêcher de mourir, mais pour leur permettre de vivre dans des conditions dignes, et non pas exclus, non pas relégués en périphérie, dans des établissements très grands, parce qu'il faut être rentable, mais au cœur de la ville, intégrés dans la vie, dans un environnement solidaire, avec des soignants, des intervenants, formés, soutenus, encadrés en nombre. Et l'espoir que j'ai, c'est peut-être que nos concitoyens, les dirigeants, les décideurs, n'aient pas trop de troubles de mémoire.